Bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de cette chaîne YouTube. Cela fait déjà plusieurs mois que je vous partage mes expériences et mon savoir sur Instagram et sur TikTok. Cette chaîne YouTube viendra donc en complément de mon compte Instagram et de mon compte TikTok. Je pourrais vous proposer du contenu plus long et plus détaillé. Passons donc maintenant au contenu de la vidéo, la présentation des serres du Jardin botanique de Bruxelles, aussi appelé Jardin botanique de Meize. Nous allons commencer par les forêts tropicales humides. C'est l'endroit sur Terre où il y a la plus grande biodiversité au monde. Un seul hectare de cette forêt peut abriter jusqu'à 500 espèces différentes. Cette forêt se caractérise par un climat chaud et humide. Les températures ne descendent pas en dessous de 18 degrés et le taux d'humidité est de 100%. Saviez-vous que le bambou est la plus grande graminée au monde ? Le bambou géant grandit de 40 cm par an pendant 3 mois. Au bout de ces 3 mois, il fait déjà 30 à 40 mètres de haut. Et c'est à ce moment-là qu'il arrête de pousser et se lignifie. Ce que nous voyons ici, ce sont des sachets remplis d'auxiliaires de culture. Ces organismes contenus dans ces sachets permettent de lutter biologiquement contre les ravageurs. Les organismes qu'on trouve dans ces sachets sont des prédateurs, des nuisibles que l'on trouve régulièrement dans les serres. La prédation coccinelle-puceron est typiquement un exemple de lutte biologique. On va s'arrêter un peu pour parler de cet arbre. C'est un capoquier. Certains spécimens font plus de 60 mètres de haut. Ce sont des plantes dont les racines ne vont pas très profond dans le sol, puisque dans les forêts tropicales, les nutriments restent en surface. Et ainsi, les racines s'étendent où il y a des nutriments. Ainsi, pour tenir, la plante va créer des contreforts. Ce sont des racines latérales qui vont permettre de soutenir la plante. Ces contreforts peuvent aller jusqu'à 9 mètres de haut et 60 mètres de large. Plusieurs types de végétaux sont caractéristiques des forêts tropicales. Parmi ces végétaux, on peut citer les lianes. Parmi ces lianes, on retrouve les pothos et les monstera. Parmi les types de plantes caractéristiques des forêts tropicales, on a aussi les plantes épiphytes. Ce sont des plantes dont les racines s'ancrent sur d'autres plantes. Les orchidées, les broméliacées et les aracées sont typiquement des plantes épiphytes. Saviez-vous qu'il existe des cactus sans épines ? Eh oui, les rhipsalis n'ont pas d'épines et ce sont des cactus. Ils vivent en haut des arbres et ainsi n'ont pas besoin d'épines puisqu'ils n'ont pas à se protéger des herbivores. Regardez-moi ces petites vrilles sous les feuilles. Cela permet à la plante de grimper et de grimper sur les arbres. Ça permet à cette plante ainsi de grimper au plus haut et d'atteindre la lumière. Ça, c'est l'un des joyaux du jardin botanique. L'Encephalartos laurentianus. Alors que les feuilles, les branches et les fruits tombent normalement sur le sol, ce qui permet d'obtenir un paillis riche, le foliage de cette plante constitue un entonnoir. Et ainsi, cet entonnoir va permettre à la plante d'avoir son propre stock de compost.
Il y avait même la fameuse Monstera deliciosa. Et il faut savoir que la Monstera deliciosa a pour but de monter le plus haut possible afin d'atteindre la lumière. Je ne sais pas si vous l'avez déjà remarqué, mais le nombre de trous de fenestration varie en fonction de si la plante est jeune et si la plante grimpe. Et cela permet à la plante de pouvoir résister mieux aux vents, qui sont plus importants sous la canopée. Passons désormais à la savane et aux forêts de mousson. La savane est caractérisée par une alternance de saisons sèches et de saisons de pluie. Lorsqu'il pleut, les plantes poussent. Pendant la saison sèche, les arbres perdent leurs feuilles et produisent des fruits et des fleurs. Connaissez-vous les Tillandsia? Ce sont des plantes qui poussent en haut des arbres et qui n'ont pas de racines. Elles ont de minuscules écailles qui leur permettent de capter l'humidité ambiante. Alors là, on va s'arrêter un peu sur les Sansevieria parce que les Sansevieria sont très présentes au jardin botanique. Il y a l'un des scientifiques du jardin qui a décrit pour la première fois une variété de Sansevieria en 1904. La variété, c'est la Sansevieria trisfaciata variété Laurentii. Et elle a été décrite par Émile de Wildemann. Et la plante qu'on trouve au jardin botanique, c'est la plante mère de toutes les Sansevieria à bord jaune au monde. Le jardin botanique compte 60 cultivars et espèces de Sansevieria. Les Sansevieria survivent à la saison sèche grâce à leur stock en eau dans leurs feuilles. Ça, c'est un arbre d'herbe australien. C'est une plante qui grandit d'1 centimètre par an et il y a des bases foliaires mortes autour du tronc. Cela permet à la plante de résister aux feux de forêt. Ça permet à la partie vivante qui est le tronc de résister à la chaleur. Du coup, même si tout l'arbre est carbonisé, il reste vivant. Et la fumée stimule même la floraison. Allez, c'est parti pour un petit tour des mangroves. Elles se trouvent le long des côtes tropicales et subtropicales. C'est là que se trouvent des marais d'eau saline. Les plantes ont ainsi les pieds dans l'eau lorsque la marée monte et doivent composer avec la salinité de l'eau de mer. Regardez-moi ces nénuphars géants. Ils mesurent jusqu'à 2 mètres de diamètre et peuvent supporter 40 kg sur chaque feuille. Je voulais un peu m'arrêter sur les Nepenthes. Ce sont des plantes carnivores qui capturent leur proie grâce à des urnes. Au fond de ces urnes, il y a du liquide digestif. C'est grâce à ce liquide que la plante carnivore va attirer sa proie, puis va ensuite la digérer. Connaissez-vous l'aristoloche? L'aristoche, c'est une liane. Cette liane va s'épanouir en grimpant sur les arbres. Et les fleurs ont la réputation de ne pas sentir très bon. L'odeur serait semblable à un cadavre en décomposition. Le jardin a une super serre où il présente les plantes de la savane. J'ai trouvé qu'il était important de vous parler de cet arbre-là. Il n'a pas d'épines mais des aiguillons. Ce sont des excroissances formées par les couches cellulaires extérieures des tiges. Savez-vous qu'avant les cactus avaient des feuilles? Ces feuilles sont devenues des épines et cela a permis à la plante de se protéger contre les herbivores.
mais cela permet aussi à la plante de lutter contre une évaporation trop importante de l'eau. Passons aux forêts subtropicales humides. L'été, il y fait chaud, mais les températures baissent la nuit, et l'hiver, il peut même y geler, même si c'est extrêmement rare. Là, il y avait une zone en travaux, mais il y avait quelques plantes que j'ai trouvées très intéressantes. On va faire un petit stop sur les plantes carnivores. Les plantes carnivores ne sont rien d'autre que des plantes qui se sont adaptées à leur milieu. Alors que la plupart des plantes puisent leurs nutriments dans le sol, les plantes carnivores évoluent dans un sol qui est trop pauvre. Elles ont donc mis en place un système de pièges afin de subvenir à leurs besoins. On va maintenant parler des biomes anthropogènes. Ce sont des milieux qui ont été modifiés par l'homme. On y voit des plantes cultivées comme le taro et la stevia. Connaissez-vous l'arôme titan? C'est l'une des inflorescences les plus hautes au monde. Elle atteint environ plus de 3 mètres. Et cette fleur est réputée pour puer. On décrit même l'odeur comme étant un mélange entre un cadavre en décomposition et un poisson pourri. C'est une fleur qui est assez difficile à observer puisqu'il faut que la plante soit adulte et on considère qu'il faut entre 3 et 10 ans pour que la plante atteigne la maturité. Puis ensuite, la fleur ne dure que seulement 2 jours. Parmi les plantes cultivées, on voit aussi des ananas. Et regardez-moi, ça c'est une fleur de Mimosa pudica. Aussi appelée sensitive, les folioles se ferment quand on la touche. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Je posterai une vidéo tous les premiers dimanches du mois. Pour ne rater aucune vidéo, abonne-toi!